Amis des avions et d'électronique, bonjour! Il y a déjà pas mal de temps de ça, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer certains appareils ou certaines électroniques qui venaient du monde de l'aviation. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer deux autres que j'ai reçus dernièrement. Alors, bon, honnêtement, c'est pas vraiment le thème de ma chaîne, hein, et d'ailleurs, il y a des chaînes bien plus spécialisées que ça sur ce genre de présentation, en particulier celle de Sylvain, que je mettrai en lien, qui est une excellente chaîne, hein. Alors c'est vrai que généralement il le fait plutôt en langue anglaise, mais enfin, c'est un anglais très facile à comprendre, et c'est un vrai passionné qui vous présentera souvent des tas d'appareils électroniques, hein, pas mal militaires, pas mal en provenance de Russie, mais pas que. Et je regarde beaucoup ces vidéos, hein, j'apprécie beaucoup, parce que, on va dire, toute l'électronique qui a été faite dans ces années, on va dire, entre les années 70, 2000, était vraiment des petits bijoux d'électromécanique et d'électronique. Et vraiment, voilà, je trouve ça sympa, simplement, on va dire, pour la beauté de ce genre de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux appareils. Le premier que j'ai trouvé sur eBay, c'est cet indicateur qu'on appelle un VOR, hein. Je rappelle que VOR, ça veut dire VHF Omnidirectional Range. C'est un système de navigation en utilisant des radiobalises assez spéciales sur les avions. Un système qui est très ingénieux, ma foi, hein, dans la mesure où le principe à la base de ce qu'on appelait la gonio, qui permettait de trouver son azimut, c'est-à-dire l'angle qu'on fait par rapport à un émetteur radio, et le normal était basé par des antennes tournantes qu'il fallait, hein, souvent des antennes où on pouvait voir par exemple en forme d'anneau comme ça, ou qu'on devait tourner et ajuster pour se trouver la source de l'émission. Le VOR, en fait, c'est plutôt l'antenne d'émettrice qui tourne quelque part. Bon, je vais pas, c'est pas le but de la vidéo, vous expliquer le principe. Je vous mettrai 2-3 liens en commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse, mais le principe est quand même assez génial, finalement. Hein, ça joue en gros sur la phase de modulation. Alors, le principe du VOR, c'est donc de pouvoir soit afficher le cap que l'on veut avoir et vérifier qu'on suit bien ce cap en se basant sur la radiobalise, ou éventuellement aussi de connaître l'angle qu'on fait justement par rapport à cette balise, ce qui permet, c'est souvent le cas si on a deux VOR par exemple, de faire le point par triangulation. Donc voilà l'indicateur qu'il y a. Donc on a ici ce système, on appelle OBS, que l'on voit, on peut tourner à 360 degrés. Donc ça va être celui par exemple sur lequel on va indiquer le cap que l'on veut suivre. Voilà, par exemple là tiens 240. Et derrière on a ici cet indicateur qui, on va dire en gros, indique la déviation que j'ai par rapport à ce cap. Par exemple chaque point je crois que c'est de l'ordre de 2 degrés. Donc si on voit que l'aiguille par exemple penche de ce côté-là, eh ben, ça veut dire qu'il faut que je corrige mon cap. Alors ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur. Généralement sur les VOR, il y a un indicateur from to qui dit si on s'éloigne ou si on va vers la balise. Là, il n'y a pas. Alors je sais pas, il y a ce voyant baissé. Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, hein. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas monté dans un avion. Et le off là dit par contre si le signal n'est pas bon, bien sûr, et c'est pour ça qu'il apparaît en orange, de façon, bien sûr, que le pilote sache qu'il y a évidemment une mauvaise indication. Donc voilà, en gros, on va dire comment ça fonctionne. Alors, il n'y a pas tout, en fait, sur un VOR. À la base, c'est aussi un récepteur radio, donc il y a quelque part un autre appareil ou un autre équipement qui permet de choisir la fréquence de la balise que l'on veut avoir. C'est une fréquence qui est aussi un petit peu dans la bande d'aviation et qui en même temps de donner ce signal, souvent on voit, alors dans le temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait un indicatif en morse qui permet de reconnaître la balise et éventuellement même d'autres informations. Donc voilà un petit peu ce système-là. Donc là, en fait, c'est que la partie indicateur et on voit que derrière, voilà, il y a cette prise Canon qui permet de le relier justement à tout le système. Et on voit ici même deux ajustements qu'on peut faire, log CTR et VOR phase. C'est ma foi relativement lourd. J'ai déjà toujours été un petit peu étonné de voir que dans un avion où généralement on cherche à ce que le poids soit le plus minime possible, les appareils sont généralement assez lourds. Alors ça s'explique parce que ils ont besoin d'être très résistants.
Mais voilà, ça rajoute quand même du poids. Et là, voilà, on voit que ça date, on voit la série de 74. Donc on voit voilà, que c'est pas un truc très neuf. Donc là, on peut enlever le capot et on peut voir à l'intérieur toute l'électronique qui est sur 3 circuits imprimés. C'est des doubles faces. Des doubles faces, et voilà, c'est vraiment de l'électronique, on va dire, de cette époque-là, avec des résistances ici, hein, de ce modèle-là qui était très courant. On retrouve aussi dans les appareils Tektronix et autres. Et voilà, tout ce câblage. Alors là, on retrouve un truc qui est aussi très connu et très utilisé, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est les fameux résolveurs, hein, les systèmes de synchro-résolveurs, qui permettent de transmettre l'information. Donc là, on voit que c'est couplé mécaniquement avec le système OBS, donc qui fait tourner, et ça fait tourner le résolveur, qui va être à même d'envoyer l'indication au système de réception de façon fiable, et qui lui permet en fait de se régler. C'est une façon de transmettre cette information. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup sur les trucs électroniques. Derrière, là, il y en a un autre. Alors, je ne sais pas à quoi il sert. Sans doute faire une autre indication. Bon. Voilà, donc j'ai pas envie tellement de les démonter plus que ça, parce que c'est toujours un peu un choix quand on a des appareils comme ça. On peut se dire, on voit, il y a souvent de la super mécanique, des super trucs à récupérer. On peut se dire, on les démonte et on récupère les pièces, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas vraiment un besoin fou, donc je vais le garder comme ça, on va dire, pour la beauté de la chose. Alors ça, c'est autre chose, et c'est un appareil qui a déjà été présenté justement par Sylvain sur sa chaîne. C'est un indicateur de température qui était monté sur des avions, entre autres Tornado, et qui sont des températures, a priori, de turbine, ou des trucs comme ça. Là, on voit c'est degrés x 100. On voit que ça monte assez haut, parce que là, 200, ça veut dire que voilà, ça fait 200 degrés, 800 degrés, ça peut monter jusqu'à 1000 degrés. Et là, on retrouve aussi ce genre d'indicateur qui, à un moment donné, montre que les indications ne sont pas fiables. Hein, c'est un truc qu'on trouve aussi pas mal sur les indicateurs d'avion, de façon très visuelle, voilà, quand il y a ce clapet devant la valeur, ça veut dire la valeur, attention, le truc n'est pas branché ou ne fonctionne pas, c'est pas bon. Et là, on a un autre truc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc on voit que c'est un appareil relativement lourd aussi, qui est très en longueur. Ce qui est aussi souvent le cas de ces appareils-là, parce que ça permet d'en mettre beaucoup côte à côte, hein, la place est comptée dans un cockpit, mais d'avoir quand même de l'électronique. Donc ça, alors je l'ai déjà ouvert, hein, ça se tient ici par 4 vis, et un système un petit peu de serrage, une sorte de joint, qui permet de l'ouvrir. Donc là, je l'ai déjà démonté, il faut juste que je tire dessus pour l'ouvrir. Donc voilà, on peut ouvrir là ce capot. Donc on a, comme on peut le voir, ce capot, avec l'écran qui tient tout le système en aluminium. Et derrière, donc toute cette partie-là, avec une partie, on va dire, un peu électromécanique, une partie électronique, et on retrouve là ce joint d'étanchéité qui en fait est comprimé par ces vis là, qui permet, une fois qu'on l'a bien réglé, d'assurer une certaine étanchéité. Alors on retrouve là les différents système. On peut voir là, si on le manipule à la main, on a là ce petit clapet qui se commande là, voilà, et qui laisse apparaître, quand on manipule à la main, le compteur. Et compteur, en gros, qui est manipulé, c'est pas du tout un galvanomètre, on voit, voilà, par ce système mécanique que là je fais tourner à la main, qui donne une indication, ma foi, assez précise, et qui permet d'indiquer la température. Alors là, encore une fois, on va retrouver tout un système de servomécanisme, hein, de synchro-résolveur, bien que là, apparemment, ça semble être plutôt un potentiomètre de recopie. Apparemment, c'est pas une synchro. Les synchros, les résolveurs, ils ont beaucoup plus de connexions que ça. Et a priori, ça ressemblerait plus à un moteur électrique qui fait tourner, voilà, tout ce système-là, et dont la position est relevée ici par ce potentiomètre. Et après, bon, c'est un petit peu comme un cerveau de radiocommande, hein, c'est un système comme ça. Et là, on a 2 systèmes galvanométriques qui font marcher les petits indicateurs.
Alors, voilà, c'est vraiment ce que je trouve génial dans ces trucs-là, hein. C'est vraiment de la très très belle mécanique. On voit là tous ces systèmes de pignons. Alors, des pignons doubles comme ça, c'est des systèmes en fait pour limiter le jeu, hein. C'est un truc très connu sur mécanique, c'est deux pignons qui ont un ressort de façon à maintenir les dents toujours en contact du pignon cible. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a très peu de jeu. Et alors là, c'est pareil, je l'avais déjà pré-enlevé. Donc sous ce blindage, on peut voir 4 cartes électroniques ici. Donc, alors, avant de les démonter, je les ai notées. Parce que Sylvain, dans sa vidéo, il le présente justement. Et après, c'était moins facile de retrouver comment elle se remettait. Et voilà, c'est enfichable, hein, sur cette espèce de fond de panier souple qu'on voit ici. Et là, c'est pareil, là, on retrouve toute cette électronique vraiment de qualité, avec ces espèces de tors. On peut voir que tous les composants un petit peu lourds, comme par exemple ces super condensateurs, là, c'est pareil, c'est de condensateur de si d'excellente qualité, c'est du genre CTS 13 ou trucs comme ça. Et ils sont aussi, on peut voir, attachés. Hein, faut pas oublier que ces appareils-là, ils subissent des contraintes, des tests de vibration, d'accélération qui sont assez importants. Et c'est pour ça aussi que très souvent les circuits, là on peut voir que c'est des circuits militaires en céramique, ils sont pas montés sur support de façon aussi vraiment à résister. Donc vraiment une belle électronique avec ces circuits là double face. Alors c'est vrai que en fait maintenant avec les circuits CMS, ça permet de réduire, mais c'est aussi beaucoup plus résistant, on va dire, de façon simplement, on va dire, mécanique, dans la mesure où on comprend bien que plus la masse est importante, plus il va y avoir d'inertie, plus ça va être sensible, on va dire, aux vibrations. Alors on peut bien voir qu'un circuit CMS, les petites résistances CMS, elles ont très peu de masse, et elles sont mécaniquement beaucoup moins sensibles. Et généralement, tout ce qui est CMS, ça tient quand même beaucoup plus aux vibrations, aux trucs comme ça. Donc là, on peut voir un deuxième circuit. Avec ces transistors, c'est des transistors qui ont des boîtiers assez aplatis. C'est du TO36 ou un truc comme ça. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on en voit. Et là, on peut voir ces deux transistors qui sont montés sur ces espèces de radiateurs, là. C'est vraiment usiné avec précision. Donc ça, c'est sans doute les trucs qui drivent le moteur. Là, on en retrouve encore, aussi, avec ces résistances de précision. Et des circuits avec des références un petit peu bizarres. Bon, voilà, les dates codes, là, 87, 48. Là, alors ça, c'est intéressant, parce qu'on peut voir, je vous avais déjà montré ça. Là, c'est un petit relais miniature, en boîtier comme ça, TO5. C'est assez impressionnant. Aussi, ces petits relais. Et là, on peut voir, voilà, c'est des circuits intégrés, avec beaucoup de pattes. C'est vraiment magnifique, cette électronique. Hein. Et là, voilà, encore une fois, hein, ces super condensateurs, c'est vraiment des trucs de qualité. Alors, je sais pas s'ils marchent encore, a priori, alors c'est toujours le problème de ces trucs-là. Généralement, on n'a pas les docks, on n'a pas les câblages. C'est pas du tout évident de les faire fonctionner. En même temps, ça s'alimente souvent, c'est toujours un peu moins, c'est du 28 volts en 400 Hz, un truc comme ça. Enfin, c'est pas forcément évident à alimenter, mais c'est vraiment de la super qualité, quoi. Et on peut voir vraiment toute la précision, la qualité de ces usinages. Enfin, voilà. Ne serait-ce que pour la beauté, on peut voir là, tout ce frettage. Et ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est pareil. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. Je vais certainement pas le démonter, mais c'est voilà, super vraiment mécanique. À un moment, je m'étais dit, je pourrais refaire éventuellement une électronique pour piloter le moteur, puis m'en servir pour indiquer, je sais pas quoi, température du labo, un truc comme ça. Bon, enfin bon, pour l'instant, voilà, je garde ça comme ça. Alors pour info, celui-là, c'était pas très cher, hein, je l'ai trouvé chez un vendeur eBay en Angleterre. Alors, il était très long à venir, il a mis plus de 3 mois à arriver, mais c'est à cause du Brexit. En fait, j'ai commandé en décembre, et il y a eu tout le bordel du Brexit, ce qui fait qu'il a été très long à arriver. Mais je l'ai finalement reçu. Mais ça, on le trouve, hein, si vous allez sur eBay, chercher Tornado, on le trouve assez facilement pour un montant qui est, on va dire, relativement... enfin, je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé
Et 20 ou 30 euros, je crois. Après, il y en a pour plus cher de port que d'appareil. Voilà pour cette petite présentation de matériel aéronautique, on peut dire vintage. Alors, c'est pas si vintage que ça, hein, c'est pas les Spitfire. Enfin, bon, voilà, ça a quand même maintenant, on va dire, on peut le voir, entre 30 et 40 ans, c'est quand même pas tout jeune. C'est sûr que ça s'est bien sûr énormément modernisé. Mais voilà, c'était quand même de la sacrée électronique. Donc voilà, si vous aimez ce genre de présentation de matériel, je vous conseille vraiment la chaîne de Sylvain. Il a fait un nombre de vidéos, je pense, largement aussi important que moi, si ce n'est plus. Et sa collection de matériel aéronautique et militaire divers, c'est vraiment proprement hallucinante. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qui arrive? T'as des remarques de ta famille sur la femme que t'aimes? Non, écoute, la femme que t'aimes, t'en as rien à foutre. La femme que t'aimes, elle doit simplement te plaire à toi, même si elle plaît pas à ta famille, à tes amis, à ta femme. C'est ça qui est important. Ah là 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 là, que de complications. Bon, eh ben mes vacances sont passées à une vitesse ahurissante. J'ai bien sûr absolument pas eu le temps de faire quoi que ce soit que j'avais prévu. Un certain nombre de choses que je n'avais absolument pas anticipées. Donc, ce pauvre CP109, il n'est toujours pas bougé. Il va vraiment falloir que je me foute des coups de pied au cul pour avancer. Que le grand VOR vous indique la bonne direction. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.